Alors bonsoir ou bonjour, selon où on se trouve. Eh bien on se trouve sur Monaco Info. Bonsoir Jacques Pastor, bonsoir Arnaud Alessandria et bonsoir à tous, où que vous soyez, que ce soit comme nos deux skieurs avec Louise ou plus simplement sur Monaco. Une partie de ce best-of sera consacrée à la crise sanitaire, ou plus exactement aux nouvelles mesures sanitaires suite à la propagation du virus qui sévit une nouvelle fois. Vous pourrez écouter le ministre d'État à ce propos, mais aussi le docteur Gilles Quironi, membre du groupe référent Covid au CHPG. Il lance un appel à la vaccination. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé nous expliquera les raisons de l'arrêt du CTTR au 31 décembre. Et nous reviendrons également sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se célèbre chaque année le 25 novembre, sur la loi qui vient d'être votée concernant l'obtention de la nationalité monégasque au bout de 20 ans de mariage et non plus 10, et cela dès juillet prochain, et bien d'autres thématiques. On commence par un extrait de l'entretien du ministre d'État, Pierre Dartout, sur les nouvelles consignes sanitaires. Monaco n'est pas épargné par la 5e vague. Le taux d'incidence a presque triplé en 10 jours. Voici ce qui s'est dit sur Monaco Info. Le port du masque, obligatoire à nouveau? Oui. Aujourd'hui, nous sommes conduits à rétablir l'obligation de port du masque partout en extérieur et en intérieur dans les lieux recevant du public. Nous remettons dans un dispositif de très forte incitation, notamment dans l'administration, dans les banques, dans les entreprises de services, pour que le télétravail soit le plus encouragé possible. La vaccination n'a pas un taux suffisant en principauté. Elle est à un taux certes élevé, mais pas encore satisfaisant pour permettre une bonne protection de la population. Il y a donc une nécessité d'étendre le système du pass sanitaire. C'est une question que nous avons envisagée hier dans le cadre du comité mixte avec le Conseil national, et nous allons dès lundi voir les organisations de professionnels, les représentants des salariés, des syndicats, pour voir dans quelle mesure on peut étendre le pass sanitaire pour ceux qui travaillent dans les lieux qui accueillent du public et pour lesquels le pass sanitaire est demandé à ceux qui y viennent, ceux qui fréquentent ces lieux ou ceux qui en sont clients, c'est-à-dire les restaurants, c'est-à-dire les lieux qui accueillent du public pour des spectacles, le Grimaldi Forum par exemple, l'opéra, les différents théâtres. À Monaco, comme vous le savez, nous avions mis en place un système d'analyse sérologique pour les personnes pour voir où ils en étaient après leur vaccination. C'est vrai que ça peut rentrer un peu en contradiction avec le système mis en place en France. C'est pour cela que je crois qu'on pourra mettre en place, on est en train d'y réfléchir, un système qui permettra aux personnes qui n'ont pas la 3e dose parce qu'elles ont une analyse sérologique satisfaisante de pouvoir ne pas bénéficier tout de suite de cette 3e dose. Mais cela dit, la limite à cela, c'est que ça sera valable seulement sur Monaco et pas ailleurs. Et donc, pour les déplacements à l'étranger, et notamment en France, il faudra quand même bénéficier de cette 3e dose. Le souverain ne veut pas que nous soyons condamnés à un nouveau confinement. Donc, il faut pour cela appliquer des mesures très strictes pour éviter que les solutions les pires se mettent en œuvre et pour faire en sorte que tous passent un Noël normal. Il faut sauver Noël. Je pense qu'on est au début d'un pic tel que celui-ci. On espère que ce pic sera le moins aigu possible et le plus aplati possible grâce à la vaccination notamment. À Monaco, on a une incidence qui est passée de 50 pour 100 000 à près de 200 pour 100 000. Incontestablement, il y a une augmentation de l'incidence à Monaco. Et à l'hôpital, on voit apparaître une légère augmentation des hospitalisations. Notre point de vue sur la vaccination, c'est que c'est un outil qui est absolument incontournable pour la lutte contre cette épidémie. On a la chance actuellement, encore que ce matin on a eu une nouvelle d'un peut-être un nouveau variant dans l'Afrique australe, mais qui n'est pas encore vraiment confirmé, en tout cas pas diffusé. Pour le moment, nous n'avons pas de nouveaux variants, donc on a quand même cette chance-là d'avoir des vaccins qui marchent sur le variant Delta qui est vraiment prédominant.
Les patients dont je vous ai dit qu'ils avaient été doublement vaccinés, eh bien c'est une vaccination qui est relativement ancienne chez des patients à risque. Les tests de sérologie sont importants parce qu'ils montrent qu'il y a une réaction immunitaire en réaction donc à la vaccination ou même à une infection passée. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2021, nous n'avons pas de preuve scientifique que cette sérologie peut guider la vaccination. Donc, pour le moment, on n'a pas ça. Peut-être que plus tard, on vous dira le contraire, parce que vous savez que dans cette épidémie, tout évolue très rapidement et les connaissances évoluent. Il nous faut des preuves scientifiques pour affirmer des choses en médecine et en particulier dans cette épidémie. Donc à partir du 31 décembre, on stoppe le CTTR, c'est bien ça ? Le constat du gouvernement en lien avec les partenaires sociaux au demeurant, c'est le fait que le CTTR aujourd'hui n'est plus un outil nécessaire, puisque comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup moins de recours à ce type de dispositif, et donc il a été considéré qu'il était légitime que le CTTR s'arrête en laissant un délai suffisant. C'est la raison pour laquelle il demeure en application jusqu'au 31 décembre prochain, en précisant cependant que si la situation sanitaire devait imposer d'impacter tel ou tel secteur d'activité, de suspendre telle ou telle activité économique, eh bien évidemment il serait maintenu ou réactivé pour le secteur, pour la branche ou pour le type d'activité concernée. Nous continuons à protéger les entreprises et protéger les salariés comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Bien, le message et l'objectif de cette campagne est double. C'est à la fois de mieux faire connaître et reconnaître les signes de la violence. Et deuxième objectif, c'est également de donner de l'information sur les dispositifs d'aide et d'urgence pour les femmes victimes de violences. Alors la mobilisation contre les violences, ce n'est pas uniquement le 25 novembre, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir, et c'est pour ça que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes organise d'autres actions, notamment des actions de formation. Et puis un autre volet de notre action, c'est aussi le décompte de ces violences. C'est très important de savoir et de quantifier les violences, et c'est ce qu'on fait avec l'INSEE au travers d'une étude annuelle qui vise à mesurer les violences commises envers les femmes. Quand les libertés sont en danger, c'est les libertés pour les femmes qui sont les premières attaquées. Je pensais que les libertés pour les femmes, elles étaient acquises. Ma mère et ma grand-mère ont fait des études, ont travaillé, j'ai une famille où voilà, les femmes travaillent, et je ne pensais pas que j'aurais, moi, dans l'arrogance de ma jeunesse, à avoir à affronter des obstacles parce que j'étais une femme. Dans ma vie, l'amitié a eu un grand rôle, un rôle aussi important, peut-être plus important, plus réussi que l'amour ou que le couple, que j'ai des amis, je pense en particulier à l'ami dont je fais le portrait dans ce livre, qui m'ont accompagnée toute ma vie, que j'ai accompagnée dans une relation assez forte, fidèle, qui apporte beaucoup. Et pourtant, cette amitié, on considère que c'est un lien qui est peut-être moins important. Il y a peu de littérature sur l'amitié. On parle beaucoup de l'amour. L'amitié, il y a moins de romans, comme si ce lien était moins important. Je pense qu'il est aussi important, et même plus important, dans une vie de femme comme une vie d'homme, d'ailleurs, que l'amour. Si la loi sur la transmission par le mariage de la nationalité n'était pas modifiée, nous aurions été donc près de 15 000 monégasques, nous sommes actuellement moins de 10 000, donc une augmentation considérable de plus de 60% d'ici 2070, donc dans les 50 prochaines années. Et donc nous nous sommes interrogés. Cette nationalité, c'est une chance extraordinaire pour nous les monégasques de l'avoir. Elle nous donne beaucoup de droits. Tout ceci, bien évidemment, a un coût. Et surtout, notre espace est limité, puisque notre territoire ne fait qu'un peu plus de 2 km². Donc la réponse que nous avons apportée à cette question, c'est que nous ne pouvons pas laisser se croître de manière trop importante la population, ou alors il faudrait dire un jour à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos descendants, qu'ils n'auront pas les mêmes droits que nous, et que notamment on ne pourra sans doute pas les loger tous dans leur pays. Moi, je suis très fier que le Conseil national soit tout simplement le reflet des débats de l'ensemble de la communauté. 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour partager une culture, une identité, une communauté de destin, notre attachement au prince souverain et à sa famille. Je crois qu'on a à la fois, là, avec cette loi, la possibilité d'être responsable et de mieux préserver le modèle social, mais en même temps d'être humain, d'être juste
et je répète, de maintenir l'unité des familles au bout de 20 ans de mariage. Il n'y a pas, heureusement, une corrélation avec le taux d'hospitalisation et encore moins le taux de personnes en réanimation. Donc il faut quand même raison garder de très très nombreux cas positifs qu'on peut déplorer, pour autant ne se transforment pas en hospitalisation et encore moins en réanimation. Mais il faut être vigilant. Donc je crois qu'il faut d'abord, de toute manière, rappeler les mesures barrières, rappeler qu'il ne faut pas les relâcher. Il faut encourager ceux qui ne sont pas encore vaccinés à se faire vacciner, car quels que soient les débats sur la qualité des vaccins, les vaccins sont la seule arme très efficace qui nous protège. Au moins 9 ou 10 fois des graves maladies, au moins 3 ou 4 fois de la contagion. Aujourd'hui, on est là plus spécifiquement pour préparer la première descente de Coupe du Monde qui se déroulera ici à Lake-Louise dans 5 jours. Et on est là pour préparer plus spécifiquement sur la qualité de neige canadienne. Donc, on n'était pas à Lake-Louise tout de suite. On est allé à Panorama. C'est une station qui est à environ 150 km d'ici. On a pu retrouver à peu près les mêmes conditions. C'est important pour les athlètes, mais c'est également important pour les techniciens qui ont pu préparer les skis et tester sur tous les skis sur le niveau de la vitesse en fonction de cette neige canadienne. Le rôle de commissaire, on est là pour proposer des choix. Dans cette exposition-là, c'est assez particulier parce que j'ai un peu un rôle double casquette. Je suis conservateur du musée, c'est-à-dire que je m'occupe de la collection, de gérer la collection existante, de proposer avec de nombreuses personnes des acquisitions pour la collection du musée. Et c'est vrai que là, je suis commissaire de cette exposition, donc il s'agit de proposer des choix parmi les œuvres de la collection, ce que l'on fait finalement assez rarement. C'est vrai que j'ai trouvé cette idée très belle pour réunir les œuvres de l'exposition, c'est-à-dire d'essayer de convoquer à la Villa Paloma une multitude de voix qui expriment ce tremblement du monde, ce tremblement physique, ce tremblement géologique, ce tremblement spirituel, traduisant un peu finalement ce que l'on vit au quotidien. Il s'agit de 24 pays qui sont partis de cet accord, qui travaillent pour d'abord améliorer l'état de connaissance sur les cétacés, deuxièmement pour réduire les menaces qui se posent sur ces cétacés et après pour prendre des mesures qui protègent des habitats critiques pour les cétacés, c'est-à-dire des habitats qui sont importants pour leur vie. Le rôle de la COBAM, c'est de parler avec d'autres organisations qui sont eux aussi responsables pour d'autres activités. Par exemple, l'Organisation maritime internationale ou la CGPM, qui est la Commission générale de la pêche pour la Méditerranée et la mer Noire. Donc nous avons ce dialogue pour justement parler de solutions possibles pour atténuer les impacts des activités humaines sur la vie des cétacés et sur leurs habitats qui d'ailleurs sont aussi les nôtres, parce que sans des mers propres et saines, nous n'avons pas d'avenir. Donc 4 semaines avant Noël, un temps un peu de préparation, de pénitence. C'est pour ça que d'ailleurs à la messe, on va utiliser des ornements violets qui marquent dans la liturgie catholique les temps de pénitence. Et puis il y a un intermédiaire entre les deux, le Christ qui est déjà venu, qu'on va célébrer à Noël, le Christ qui reviendra à la fin des temps, et le Christ qui vient dans chacune de nos vies, qui vient nous retrouver. Donc voilà, c'est tout cela que le temps de l'Avent essaye d'exprimer. La première grande fête, c'est la résurrection du Christ. Le fait Jésus est mort, ressuscité, c'est Pâques. Et puis, la deuxième grande fête, en effet, c'est Noël. C'est-à-dire ce Christ, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui se fait homme. Dieu qui accepte de prendre notre faiblesse, de rentrer dans notre humanité, de venir vivre avec nous. Et c'est ce que nous racontent ensuite les évangélistes, qui nous rapportent ce qu'a été la vie de cet homme extraordinaire, déjà par sa vie, qui en plus osait dire qu'il était Dieu. Fondamentalement, aujourd'hui, il faut quand même être franc, la fête de Noël n'existe que parce qu'il y a la célébration de la nativité du Christ. Donc ça, c'est fondamentalement chrétien, évidemment. Et bien sûr, tout ça s'accompagne de beaucoup de cadeaux, d'occasions de se retrouver, etc. Et tant mieux, parce que toute cette joie qui accompagne Noël,
si on ne la coupe pas trop, si on ne la coupe pas de ce qui est essentiellement la joie, c'est de se dire le Dieu auquel nous croyons est tellement proche de nous qu'il s'est fait homme, il s'est fait petit enfant. Et c'est pas un Dieu qui est lointain, qu'on ne pourrait pas rencontrer, il est là, petit enfant dans une crèche. Et c'est le moment aussi de partage, je veux dire très bien, on a peut-être beaucoup de chance, nous ici, en particulier en Principauté, ben voilà, de bien vivre. Est-ce que c'est aussi une période où on peut penser aux plus pauvres? Et d'ailleurs beaucoup d'associations profitent de cette période pour faire appel à notre générosité. Et je crois que c'est vraiment un élément aussi qu'on doit prendre en compte. Et oui, la générosité, s'aider les uns les autres pour ces fêtes de fin d'année et même le reste de l'année quand il le faut. Qu'en est-il des réseaux sociaux? Encore une sélection généreuse avec les meilleurs moments, qu'ils soient drôles, attendrissants ou impressionnants. Pour commencer, vous connaissez l'expression « la carotte au bout du bâton ». Eh bien, il existe une variante, mais avec une pizza. D'où l'expression « il faut se méfier de l'eau qui dort ». On se quitte avec un panel des plus belles photos de nos reporters, Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana, qui sont sur le terrain 7 jours sur 7. À votre prochain rendez-vous avec l'actualité sur Monaco Info. Décidément, on ne se quitte plus. Ça sera en ma compagnie ce lundi dès 19 h. Passez une très belle fin de soirée. À lundi.